de la diaspora congolaise. Je ne suis pas de l'UDPS, s'il vous plaît. Je suis congolais comme tout le monde. Je suis de la diaspora. Donc, je soutiens la candidature du président Félix Tshisekedi à la présidence de la République. C'est pourquoi je suis là. Alors, je le félicite encore parce qu'il est devenu un de Koumou, de ma province de l'Équateur. Pardon? Le nom, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Léon Itambi. Donc, ma question est celle-ci. Si il y a élection, il y a des conditions que nous ne voulons pas. De deux, s'il n'y a pas élection, quelle est votre, comment dirais-je, stratégie par rapport à ces deux situations, s'il vous plaît? Bon, on ne va pas parler de stratégie ici, déjà, parce qu'on ne le fait pas. Mais vous devez savoir que nous ne sommes pas les seuls à vouloir les élections au Congo. Et nous ne sommes pas les seuls à vouloir non plus des élections propres, crédibles. Donc nous sommes plusieurs à pousser pour que nous ayons ces élections. Si nous avons des élections dans les conditions actuelles, je crois, comme vous avez dit, quelle est la stratégie, nous aviserons, parce qu'il faut d'abord examiner les fameuses conditions, voir si il y a une possibilité de contourner ces conditions, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a créé 2 autres UDPS, en plus de celles qui existaient déjà, qui étaient connues, qui ont été aux élections passées, dans le but évidemment de nous mettre en difficulté, nous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, je peux vous dire par exemple que ça ne va pas nous inquiéter ou ça ne va pas nous empêcher d'aller aux élections. Donc si c'est ce genre de choses, nous irons aux élections. Mais si c'est la machine à voter, la machine à tricher, qui n'a pas été auditée, qui ne rassure personne, et qui peut être à tout moment manipulée, évidemment, ça, nous n'accepterons pas d'aller dans des élections pareilles. Mais que va-t-il arriver à ce moment-là? C'est ça, donc, qui reste à établir comme réflexion. Mais je peux vous dire, en tout cas, que s'il n'y a pas élection cette année, pour nous, mais alors cette fois, je dis que c'est la dernière, il n'est plus question d'avoir Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Parce que certains vont nous dire, oui, mais vous avez dit ça l'année passée. C'est vrai, nous avons dit ça l'année passée. Mais seulement l'année passée, il y avait une donne qui ne pourra pas revenir cette année. Que s'est-il passé? Vous avez entendu qu'à un moment donné, surtout au sein du rassemblement, nous avions dit haut et fort, après notre deuxième conclave, que s'il n'y a pas élection en 2017, Kabila devait partir. Plus nous nous approchions de la fin de l'année, plus les pressions se faisaient constantes. Et ce n'est pas par lâcheté que nous avons cédé, mais c'est simplement parce que nous ne voulions pas faire la part belle à Kabila en nous montrant divisés. Au niveau du rassemblement, nous n'étions pas d'accord sur transition sans Kabila ou pas. Donc on était déjà divisés à ce niveau-là. Mais la communauté internationale aussi nous a mis beaucoup de pression pour que nous arrêtions avec ce schéma de transition sans Kabila. Et pour nous mettre vraiment, pour nous rajouter la pression, elle a obtenu, à l'arracher évidemment, mais elle a obtenu le calendrier. Donc à partir du moment où il y avait un calendrier, ça devenait difficile, voire impossible de soutenir la thèse de la transition sans Kabila. Parce qu'il y avait un calendrier bien établi avec une date finale, le 23 décembre 2018. Donc forcément, pour ne pas tomber dans le piège des kabylistes qui nous présentaient comme des gens ayant peur des élections, refusant d'aller aux élections, ne cherchant que la solution de la rue, la solution du chaos, nous sommes rangés, difficilement, bien sûr, nous nous sommes rangés, à condition. Lesquelles? Mais déjà,
que le processus électoral soit clean, donc pas de machine à voter, le fichier doit être correct, les élections doivent être crédibles. L'autre condition, la décrispation. On doit relâcher tous les prisonniers politiques actuellement en détention. On doit rappeler tous nos amis qui sont à l'étranger, en exil, incapables de rentrer au pays. On doit établir les conditions, les mêmes conditions pour tout en cas de réunion, des manifestations politiques, etc. Donc, on avait toutes ces conditions. Mais nous sommes en même temps en train d'observer l'évolution de la situation. Et je peux vous dire que jusqu'à ce stade, et vous n'allez pas me contredire, je pense, rien n'est fait de tout ça. Donc, nous avançons, nous regardons comment ça va se passer. Est-ce que le pouvoir est en train de faire ça pour ne pas organiser les élections ou bien pour les organiser sans nous? Enfin, nous aviserons, nous verrons bien. Mais est-il que ces conditions ne sont pas réunies? Et si nous continuons comme ça et qu'il n'y a pas d'élection non plus à la fin de cette année, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un de sensé dans la communauté internationale pour nous dire de ne plus réclamer le départ de Kabila. À ce moment-là, le départ devra être obtenu. Voilà ce que j'ai à dire. Deuxième question. J'ai une préoccupation, c'est au sujet du processus électoral. Il y a des nouvelles que j'ai eues du projet PASEC qui travaille sur les élections. Les premières analyses qui sont faites par les experts ont trouvé qu'il y a des gens qui ont été enrôlés sans empreinte digitale. Biologie, biométrique. Et que, donc, c'est la première fraude qu'ils ont trouvée. Et la deuxième, c'est le fait qu'il y a 4 UDPS, mais si on utilise la machine à voter, il n'y aura qu'une UDPS. Donc, si vous voyez ce qui a été fait, l'UDPS que préside Tibala, il n'y a rien comme épithète. spécification. Et les autres, on a mis UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa, UDPS le peuple. Or, il n'y a que cette UDPS-là qui vont introduire dans la machine pour pouvoir bien tricher. Et je pense qu'il est temps que le parti fasse quelque chose. Donc, puisque l'UDPS Tibala utilise notre numéro d'enregistrement, notre adresse physique, siège, donc il est temps qu'on puisse amener, il n'y a que ceux qui l'ont, donc le ministère de l'Intérieur, qui l'a agréé, de pouvoir obliger l'UDPS Tibala d'avoir d'abord son numéro d'agrément et son adresse pour qu'il n'y ait pas confusion, puisque ce qui est cher, ce qu'on cherche, c'est mettre la confusion dans la tête des électeurs. c'est ça. Et la deuxième chose, je sais que du côté de la justice, nous ne pourrons même pas voir gain de cause, mais il y a une inquiétude avec la désignation des nouveaux juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce sont les faucons de Kabila qu'on a nommés maintenant. Et la stratégie, c'est de faire de Maître Koulou le président de la Cour constitutionnelle. Exact. Et là, on va nous amener à dire que Kabila peut se présenter puisque le mandat est terminé depuis 2016, donc il n'était plus président constitutionnellement. Donc ce sont des suppositions, mais nous devons les prendre au sérieux. C'était ça ma préoccupation. C'est pas une question, c'est une contribution. Bon, ça c'est une préoccupation. Maître Cécile, je crois que là, vers la fin, là, en fait, ce que vous vouliez dire, c'est qu'ils vont se baser sur le fait, et ils ont déjà lancé des ballons d'essai d'ailleurs à ce sujet, ils vont se baser sur le fait que les élections de 2006 s'étaient déroulées à 2 tours. Celles de 2011 s'étant déroulées à un seul tour, ils estiment que le contexte constitutionnel n'est plus le même. Et au nom de cette différence de contexte constitutionnel, Joseph Kabila peut avoir le droit de se représenter à nouveau pour... et donc, il va aller déposer sa candidature. C'est pour ça que vous les avez entendus dire que le candidat ou le dauphin, ou enfin, je ne sais pas, le candidat de leur camp
ne sera connu qu'au moment du dépôt de la candidature. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont le faire. Ils déposent la candidature. La CENI va faire semblant de rejeter cela parce que ça fait 2 mandats. Et la Cour constitutionnelle sera saisie en interprétation. Et comme vous le savez, le verdict est déjà connu aujourd'hui, déjà avant même qu'il pose l'acte. Donc voilà le danger qu'il y a dans ce processus électoral. Et pour nous, ainsi que pour la communauté internationale que nous sommes occupés à saisir en ce moment, il n'est pas question d'avaliser cela. Ce n'est pas une question, mais c'est une préoccupation. Aussi. Moi, comme la plupart des Congolais, est-ce que nous devons encore continuer à faire confiance, à accepter, à faire confiance d'abord à nos dirigeants et puis à l'extérieur? Parce qu'on en a assez. De quels dirigeants vous parlez? Les dirigeants congolais. M. Kabila, vous voulez dire? Ceux qui dirigent le Congo. Et même ceux dont nous appelons de l'opposition. Ah, ok. Parce que, voyons tout ce qui se passe là, on a comme l'impression que le peuple est maintenant abandonné à lui-même. Quand nous venons à l'extérieur, parce que j'entends souvent parler de la communauté internationale, mais nous n'oublions pas que celui qui est en train de poser la main aux Congolais aujourd'hui a été implanté ou imposé par cette même communauté internationale. Et c'est comme si les cris des Congolais passaient, entraient par ici et ça sortait par là. Et qu'il n'y a vraiment pas, on ne sent pas que cette communauté internationale est vraiment impliquée dans cette situation. C'est comme si les cris des Congolais ne sont vraiment pas pris en compte. Parce que par rapport, quand on entend dans d'autres pays, quand il y a un mort, c'est toute la planète qui court. Et aujourd'hui au Congo, il y a combien de morts? Et on n'a pas encore fini de tuer. Mais c'est rare que vous entendez dans les médias. Ouais. Bon, moi, cette polémique, cette discussion interminable sur la communauté internationale dont il faut se méfier, mais que l'on appelle parfois, quand on est découragé, on est en difficulté, je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça. D'abord, la communauté internationale, c'est pas une organisation, c'est pas un individu. La communauté internationale, c'est un ensemble de pays qui discutent aussi entre eux avant de prendre une position. C'est peut-être parfois pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas de réaction à ceci, ou elle est moins forte à cela, ou elle est plus forte par moment. Voilà, parce qu'il y a des intérêts, il y a des points de vue qui sont partagés, etc. Mais il faut quand même lui reconnaître une chose. Si la communauté internationale n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que la Constitution serait encore celle qui est aujourd'hui. Et surtout avec l'article 220 qui verrouille cette histoire de mandat qu'on ne peut pas dépasser au-delà de 2. Donc, il y a quand même du bon dans cette communauté internationale. Parce qu'avec ce pouvoir d'incurie, ce pouvoir de violence, si la communauté internationale n'était pas là, les massacres auraient été encore plus importants, plus nombreux. Donc il y a quand même un avantage à ce que cette communauté internationale soit là. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Moi aussi, il m'est arrivé de lui en vouloir. Mais lorsque je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons déjà apporté d'incontournable à cette communauté internationale
pour pouvoir dire qu'elle ne nous a pas écoutés, eh bien, je me dis, il n'y a pas de réponse. Vous savez, ce que nous devons retenir comme leçon dans ce que nous vivons en tant que Congolais, c'est qu'il ne faut jamais être faible. C'est pour ça, dans le combat que je mène, moi, à travers mon parti, l'UDPS, c'est, comme je l'ai dit, de redonner au Congolais sa dignité, sa fierté. Parce que le Congolais, s'il reprend confiance en lui, il peut devenir un grand peuple. Le Congo peut devenir une grande puissance. Et à ce moment-là, nous n'allons même plus recourir à l'intervention ou attendre l'intervention de la communauté internationale. Nous allons pouvoir nous prendre en charge nous-mêmes. Nous devons absolument prendre ça en conscience. Nous, Congolais, notre défaut, j'ai déjà constaté, c'est on croise les bras et on dit « Ah, bah, Américain, bah, lobini. Bah, Belge, bah, lobini. » Non, mais ils ont aussi leurs préoccupations. Avant tout, ils vont d'abord s'occuper de leurs problèmes. Et si dans leurs problèmes, une des solutions, c'est d'être en bon terme avec ceux qui sont au pouvoir au Congo à ce moment-là, vous croyez qu'ils vont regarder vos soucis? Mais non. Mais si maintenant, vous faites tellement de bruit, vous les embêtez tellement, qu'ils se rendent compte que non, mais si nous continuons à ignorer ces gens-là, mais nous n'allons même pas régler notre problème, au contraire, nous allons l'aggraver. Donc, autant régler le problème, écoutons-les et réglons le problème. C'est ce qui se passe. Nous, Congolais, devons prendre conscience que la libération de notre pays va d'abord commencer par nous-mêmes. Elle ne viendra jamais d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des voisins qui sont préoccupés, ils le disent, ils ne le cachent pas. Ils sont préoccupés par la situation du Congo. Mais qu'est-ce qui les préoccupe plus? C'est la débandade qui risque d'arriver au Congo et qui va se déverser chez eux. C'est ça qui les préoccupe, pas la situation interne. Parce que la situation interne appartient d'abord aux Congolais. Alors, maman, posons-nous la question, qu'est-ce que nous, Congolais, avons fait ou faisons, et jusqu'où sommes-nous arrivés pour dire, ok, nous on a tout fait, on est fatigué. Moi, j'ai participé à certaines marches du CLC. Mais je voyais comment des gens nous regardaient en spectateurs. En spectateurs, vous passez, ils vous encouragent, mais eux ne viennent pas. Hein. Mais ça, c'est un comportement qui est à condamner. Parce qu'il n'y a pas plus congolais que l'autre dans ces choses. Nous sommes tous congolais. Et nous parlons ici de libérer notre pays. Bon, c'est vrai que je ne vais pas reprocher aux gens d'avoir peur de mourir. Parce que tout le monde, évidemment, quand il a la mort en face, le premier réflexe, c'est de se sauver. Mais je crois que nous pouvons faire plus. Nous pouvons montrer, et à la communauté internationale, et à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, contre notre gré, que nous ne voulons plus de leur pouvoir. Nous pouvons le faire. Mais il y a des choses qui se passent dans ce pays qui me dépassent. Je prends un exemple. Celui qui est aujourd'hui président de la CENI, qu'est-ce qui l'empêche de faire comme celui qui était en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, je ne sais pas. Pourquoi on n'a pas ce sursaut patriotique? Ceux qui sont à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, ces juges-là, pourquoi ils n'imitent pas le juge kényan qui avait fait la même? Qu'est-ce que ce juge kényan a de plus intellectuellement ou physiquement que pour qu'il ne soit pas inspiré par cet exemple? Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des étrangers. Notre délégué à la CENI, si vous regardez les attributions du poste de rapporteur, du rapporteur de la CENI, mais c'est vraiment le personnage clé qui, s'il est honnête, aucune tricherie ne peut passer. Qu'est-ce qui l'empêche d'être touché par ce sursaut patriotique et de dire, bon, advienne que pourra, si vous allez me tuer, vous me tuerez, mais je vais dénoncer ce qui se passe. Est-ce qu'il faut que les Belges, les Américains, les Français viennent le convaincre? À lui tout seul, il peut créer des conditions de blocage et mettre ces bandits en difficulté.
Et à ce moment-là, vous allez voir l'intervention de la communauté internationale. Si elle est pour dire à cet homme qu'il a tort de bloquer, alors on peut l'accuser de complicité. Donc, nous, Congolais, nous nous acharnons trop facilement sur l'autre. La faute est toujours à l'autre. Nous ne regardons jamais notre comportement. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Les premiers responsables de la situation au Congo aujourd'hui, ce sont d'abord les Congolais. Les étrangers, les autres là, ils se comportent bien ou mal en fonction de notre comportement à nous. Vous avez parlé des opposants, mais c'est pareil. Ceux qui se disaient opposants hier et qui se retrouvent dans un gouvernement que Kabila a voulu confectionner pour torpiller l'accord de la Saint-Sylvestre, qui les a envoyés là-bas. Et il y en a même qui ont le courage de vous expliquer non, les cas, alors qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que ça dans ce pays-là et qui ne sont pas prêts de trahir. Donc vraiment, moi, je suis plus préoccupé par le comportement du Congolais que par celui de la communauté internationale. Communal en direct. Et c'est vrai, je viens d'apprécier énormément le langage très viril du président, parce qu'en effet, le monde politique est fait les États sont faits d'intérêts. Et j'apprécie énormément ce langage-là, de comprendre à ce jour que c'est à nous, c'est aux Congolais de montrer ce qu'ils veulent vraiment pour leur pays. Parce que c'est vrai que la Belgique va regarder son intérêt par rapport à son pays, va défendre ses nationaux, c'est ce qui est tout à fait logique, et il ne faut pas les en vouloir pour ça. Et quand par hasard, heureux comme maintenant, que les intérêts de l'opposition se croisent un peu avec les intérêts belges, il faut en profiter. Mais je pense justement toujours parler de la communauté, parce que j'entends souvent dans notre communauté, nous parlons souvent de la communauté internationale. Mais c'est quoi exactement la communauté internationale? C'est fait d'États qui veulent défendre leurs intérêts. Et franchement, je suis tout à fait contente d'entendre votre langage viril. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aussi, parce que vraiment, dans la diaspora, nous avons, parce que je sais que l'UDPS est très pénétré politiquement au Congo, ça nous le savons déjà, c'est le premier parti de l'opposition, hein, même si quelquefois on ne veut pas le reconnaître, c'est le premier parti. Mais dans la diaspora, il y a aussi une force dans la diaspora. Quand on sait qu'on a dans la diaspora, l'envoi de l'argent au pays représente une force budgétaire énorme par rapport même au budget de l'État congolais. Alors ma question était de demander, en sachant cette facilité que vous aviez vis-à-vis de cette diaspora qui a pris, parce que cette diaspora est fatiguée de rester en Europe, cette diaspora veut rentrer au Congo, cette diaspora est aussi fatiguée de voir qu'au sein de notre pays, rien n'a évolué. Comment l'UDPS compte capitaliser cette diaspora qui se trouve ici dans le monde, par exemple? Parce que je sais que la diaspora est une force économique. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y a beaucoup de freins politiques, quand on entend voilà, le fichier électoral, tout semble un peu brouillé dans ce sens-là. Et je pense qu'on peut, au niveau de l'UDPS, que l'UDPS peut, à son niveau, essayer de capitaliser la diaspora, par exemple, dans le secteur économique, par exemple, faire des actions au niveau social, entre-temps qu'on s'élise un peu dans les problèmes politiques. Donc c'est aussi essayer de se déployer dans d'autres secteurs où vous aurez toujours la priorité, vous aurez la visibilité, parce que la diaspora elle est là, elle attend que quelqu'un qui puisse vraiment la capitaliser. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez préparé pour ça. Merci. Je suis très fier, surtout ici en Belgique, et d'ailleurs toi Nicole, tu es une de ce motif de fierté. Nous avons nos fils et nos filles qui sont dans les institutions. Si pas dans les institutions elles-mêmes comme telles, mais en tout cas dans l'entourage des décideurs, des grands décideurs en Belgique. On sait très bien qu'en Belgique, ce sont les partis politiques qui font la loi, qui sont forts ici. Et nous avons beaucoup de nos compatriotes dans ces partis politiques. Mais quand nous regardons le résultat de leurs efforts, que je ne minimise absolument pas, sur la situation, enfin l'état de la politique au Congo, on sent qu'il
il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est comme si ces compatriotes s'occupent plus d'abord de leurs problèmes en étant dans leur parti plutôt que de leur pays d'origine. Ce qui n'est pas du tout un tort, parce que j'ai comme l'impression que les Congolais, ils sont tellement friands de l'intégration qu'ils en oublient même leurs origines. Je ne vais pas vous donner l'exemple des peuples qui se sont libérés grâce à leur diaspora. Même en Afrique, il y a des pays, voire des peuples, qui ont réussi à se libérer grâce à leur diaspora, parce que celle-ci était organisée. Ces peuples, dans la diaspora, se sont donné la main, se sont fixés des objectifs, ils les ont atteints. S'il y a un rôle que je veux voir la diaspora jouer, c'est celui-là. Pas seulement celui d'envoyer de l'argent via les Western Union et d'habituer les gens à la dépendance. Je ne veux pas ici attirer la haine de ceux qui profitent de Western Union au Congo. Mais je crois que quelque part, ça nous a joué un mauvais tour. Parce que toutes ces mamans, tous ces jeunes surtout, qui savent que Yaya Zana Poto, Tata Mwasi Zana Poto, Noko Zana Poto, Papa Leki Azali, et que bon, à la fin du mois, on n'a pas de problème. Tous ces gens-là c'est eux qui gonflent les rangs de ceux qui ne veulent pas le changement ou qui ne contribuent pas au changement. Parce que leur vie est assurée. Cette difficulté-là, ils ne la voient pas. Et donc la diaspora a cette responsabilité-là. Je ne dis pas qu'il faut laisser mourir les gens de faim ni de maladie, parce que c'est monnaie courante là-bas. Mais nous devons réfléchir. Moi, j'ai aimé, il y a des amis ici dans la diaspora qui m'ont dit à un moment donné, ils ont conditionné leur soutien à leur famille à la participation des membres de leur famille dans les actions qui se mènent là-bas au Congo. Voilà ce que vous pouvez faire. Quand vous voulez envoyer cet argent, vous dites Nayoka. Que Bozagi pe na balabala, Nayoka boye, voilà. Parce que quand vous les habituez à manger, mais c'est fini. C'est pas qu'il faut qu'ils crèvent de faim, mais ils vont se dire, bon, cette misère, bon, c'est X, Y qui la vivent, c'est pas moi. C'est très important, et si la diaspora peut nous aider, c'est dans ce sens. Et politiquement, elle peut aussi le faire, parce que nous avons des compatriotes qui sont là. Hier, j'étais au CDNV. J'ai été très fier, très heureux de voir des jeunes filles, 3, qui sont bien ancrées ici, qui parlent le néerlandais, mais alors à la perfection, qui ont des tâches, et des tâches de grande importance à l'intérieur du groupe parlementaire du CDNV. J'y arriverai. Mais tout ça, c'est des possibilités de lobbying. Toutes ces personnes qui ont des parents, d'ailleurs, comme par bonheur, tous leurs parents sont de l'UDPS. J'étais vraiment émerveillé. Que je connais les parents aussi personnellement. Nous avons milité avec eux ici à l'UDPS, en Belgique. Donc vraiment, c'est une fierté de voir ça. Mais en même temps, je reste sur ma faim en me disant, oui, bon, c'est un peu comme du gaspillage. Toutes ces valeurs, elles vont servir la Belgique parce que c'est leur deuxième pays, c'est vrai. Ils sont nés ici, elles sont nées ici, et voilà. Mais elles viennent de quelque part. Et ce quelque part est en détresse en ce moment et a besoin de leur contribution. Donc tout le monde de la diaspora peut apporter à sa manière. Même le travailleur de chantier ou de je ne sais quel, qui a son patron belge, qui peut avoir des entrées, même celui-là peut apporter quelque chose. Ne fût-ce qu'en parlant du Congo, en attirant l'attention du Congo. Et nous sommes nombreux. Il n'y a pas que la Belgique. Il y en a en France, des Congolais comme ça. D'ailleurs, en France, il y a même une association des maires d'origine africaine ou congolaise, congolaise même, je pense, enfin, bref. Et il y a des Congolais dedans. Donc, on a des possibilités. Aux États-Unis, des profs d'université, les gens qui ont
des gens de proximité, qui sont à proximité avec des décideurs. Nous en avons énormément. Mais que faisons-nous pour notre pays? Jusqu'ici, rien de concret. Le Rwanda, pour ne citer que cet exemple, vous avez vu, lorsque le Rwanda a vécu ces événements malheureux du génocide, ils se sont arrangés pour que plus jamais cela n'arrive dans leur pays. Mais au Congo, combien de massacres avons-nous connus? Nous sommes même devenus les spécialistes du comptage du nombre de victimes. On a 12 millions, d'autres parlent de 10 millions, 8 millions. Qu'est-ce qu'on fait pour ces victimes? Parce qu'on continue à les dénombrer. On continue à les déplorer. Donc vous voyez que nous, Congolais, nous avons vraiment besoin de nous prendre en charge. Nous sommes comme des enfants, comme de grands enfants, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Et donc finalement, celui qui passe par là, le premier qui passe par là, si c'est un profiteur, eh bien, il profitera de nous. Voilà la situation. Oui, mon nom c'est Ali Kalonga. Je suis journaliste en ligne, culturecongolaise.com. J'ai vécu une trentaine d'années dans ce pays. Maintenant, je vis à Kinshasa, où je suis membre des groupes de presse cellule de Bouti. C'est mon quartier. Alors, j'ai voulu prendre la parole. Ce n'est pas pour poser des questions, mais j'ai deux préoccupations. La première, je voudrais que, dans le programme de notre président pour la magistrature suprême, qu'on insère le volet culture, mais surtout changement de mentalité, la révolution de la mentalité. Et j'aimerais vraiment que notre président, je suis sûr qu'il passera s'il y a des élections crédibles, c'est notre président qui sera président de la République. Mais il faut qu'il soit porteur d'un programme dans lequel on retrouve la révolution de la mentalité des Congolais, là-dedans. C'est une préoccupation que je voudrais et je suggère. S'il faut même que je sois membre du comité de rédaction, je suis prêt à être membre du comité de rédaction pour ce chapitre-là. Merci pour votre contribution. Oui, je vais juste faire une petite réaction pour dire, tranquillisez-vous. Je ne sais pas où je l'ai dit exactement, mais le changement de mentalité, moi j'ai toujours dit ça, c'est le premier chantier auquel il faudra s'attaquer. C'est le premier chantier. Quand je parle des antivaleurs, c'est parce que justement, ces antivaleurs sont devenues des valeurs dans la plupart des esprits de nos compatriotes. La corruption aujourd'hui ne choque personne. Quand quelqu'un devient ministre et que le lendemain de sa nomination, il commence à acheter des maisons, construire des immeubles dans la ville, ça ne choque personne. Personne ne l'interpelle. Et jusqu'au moment où il s'en ira, personne ne l'interpellera. Donc ça, c'est important. Ça fait partie de notre action, en tout cas. Alors, pour le deuxième point, c'est assez délicat, effectivement. Mais il n'y a que deux choses que je peux relever. La première, ce sont les dirigeants. Quand ces multinationales agissent ainsi, c'est parce que, d'ailleurs vous l'avez dit, elles trouvent des interlocuteurs de l'autre côté qui soient à même de jouer le jeu. Donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a la solution. D'autres dirigeants. Il faut trouver d'autres dirigeants. Deuxième élément, ces multinationales sont toutes cotées en bourse. Donc, ce sont des entreprises qui ne peuvent pas vouloir que leur nom soit sali, soit souillé par un scandale quelconque. Là aussi, il y a matière à creuser les méninges pour voir ce qui peut se passer. Donc pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a moyen de raisonner une multinationale lorsqu'elle s'adonne
à des choses qui soient contraires au bon sens. Mais simplement, c'est parce qu'elle trouve au Congo des dirigeants qui sont complaisants. Parce que moi, j'ai entendu même des choses du style des multinationales qui viennent, qui disent, OK, nous, on va exploiter certes de l'or ici, mais en échange, nous voulons construire des hôpitaux, des écoles, des routes, etc. Mais ils trouvent opposition chez les Congolais eux-mêmes. Parce qu'ils veulent des bakchiches, ils veulent avoir... Alors ça, c'est la faute à qui? À la multinationale ou aux dirigeants congolais? Donc voilà ces deux choses-là qu'il faut approfondir pour comprendre ce phénomène. Moi, je ne suis pas très inquiet de ça. Et comme vous avez dit, on en parlera en aparté, ce n'est pas le lieu. Mais je ne suis pas inquiet. Si nous sommes au pouvoir, nous entendons très bien avec ces multinationales. Parce que l'or, le cuivre, le cobalt, c'est vrai que nous ne pouvons pas l'exploiter nous-mêmes, nous n'en avons pas les outils, c'est eux qui vont les exploiter. Donc il y a moyen de faire du gagnant-gagnant, de satisfaire tout le monde et en priorité de satisfaire notre peuple. Monsieur le Président, maintenant, de l'UDPS, il est en train de sillonner quelques pays africains. Il voit certains présidents, notamment le président Sassou. Congo occupé, Congo infiltré, on en parle, tout silence. Est-ce que vous avez ressenti en monsieur Sassou ce souci-là de barrer la route à ce tout silence? Si c'est ce que vous avez dit. Suggestion. Dans les styles de votre programme, après Thérèse, vous avez parlé d'un volet social, gratuité de l'enseignement, création d'hôpitaux et consorts. Mais j'aimerais que vous installiez aussi le souci près d'obsèques. Parce que c'est un des volets qu'on en parle moins. Et quand le Congolais a un décès dans la famille, pleure pas par douleur, par chagrin, mais c'est surtout qu'est-ce que je faire demain, avec quel argent j'ai intérêt non plus. Au Maroc, les enterrements sont là. Congo est plus riche potentiellement. Il faudrait peut-être, avec nos départements sociaux et travaux publics, insérer ce volet-là, gratuité des obsèques classiques. Celui-là qui est enterré à 20 000, ils peuvent le faire, mais $200 pour un obsèque sans insérer, ce serait un peu fort pour le peuple. Merci, Bouchir. Les Bouchir, il y en a beaucoup. Hein. Ça fait inflation ici. Non, merci. Très bonne question. Sauf que je ne vais pas répondre à la première. Je trouve d'ailleurs que vous en savez plus que moi. Donc, vous savez que j'ai vu Sassou Nguesso alors que moi je ne le sais pas. C'est bien. Je ne vais pas répondre à cette question. Vous comprendrez. La seconde, oui, mais c'est une idée, c'est une proposition et c'est bien. Mais je pense qu'en fait, la vraie difficulté du Congolais aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Ce sont les moyens d'arriver à tout ça. Si on a des salaires décents, on donne de l'emploi aux gens, il y aura des assurances qui vont se créer, les assurances vont proposer ce genre de produits. On n'a pas besoin de le décider au niveau de l'État. Je crois que ça ira de soi. Bon, pour les plus démunis, on peut imiter le bel exemple de la Belgique, qui est un pays qui a une politique sociale assez importante pour ses populations faibles. On peut réfléchir à ça. Mais ce n'est pas à décréter, à mon avis, au niveau du gouvernement, en faire une politique gouvernementale. Le jour où nous vivrons décemment, d'ailleurs, il y aura déjà moins de morts, parce que je comprends, vous êtes traumatisés par le nombre. Le Congo est devenu une industrie d'enterrement, ça je comprends. D'ailleurs, c'est devenu un métier très rentable. Hein, oui. Tous ceux qui sont là-dedans, je sais, ils ne manquent pas de pain. Mais évidemment, avec les bonnes conditions qu'on remettra, il y aura moins de morts. Les gens vivront plus longtemps, mieux, plus décemment, et donc ils pourront subvenir à ce genre de frais sans problème.
Mais merci pour la proposition. Par rapport au comportement, vous avez souligné par rapport au comportement des Congolais, et au début de votre élocution, vous avez dit que vous n'accepterez aucune compromission par rapport au cadre de l'UDPS. Et c'est vrai que l'UDPS est le plus grand parti auquel les Congolais comptent dessus. Et on parle de débauchage. Je voulais savoir s'il y a quelque chose qui a été mis en place justement pour limiter ces débauchages, ces compromissions. Est-ce qu'il y a une école, par exemple, d'idéologie qui peut être créée pour faire comprendre aux Congolais de la prise de conscience qu'ils doivent avoir par rapport à notre responsabilité, par rapport à notre évolution. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux machines. Si M. Nanga persiste avec les machines et qu'on arrive aux élections, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas boycotter? Est-ce qu'il y a un moyen de réduire les fraudes? Très bien. Merci, madame. Votre question était, la première était vraiment très bonne, excellente. J'ai fait de la formation une de mes priorités dans les actions qu'on va faire. On va très bientôt avoir un président, un nouveau directeur de l'école, du parti. Et vraiment, on a insisté, c'est quelqu'un qui est outillé d'ailleurs pour ça, pour que la formation des cadres, mais non pas seulement des cadres, mais aussi des membres, soit une de nos principales actions. Donc ça va se faire, et vous avez raison. Je crois que dans le débauchage, il y a parfois aussi cette faiblesse d'esprit qui fait que on se rend faible devant la tentation. Parce que quand on est bien blindé spirituellement, même affamé, on peut résister aux tentations du diable. Donc ça, c'est vraiment une très 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 bonne proposition. Et je vous réponds oui, le parti est en train de s'organiser pour parer à ce genre de choses. Alors par rapport à la machine de Nanga, nous n'en voulons pas. La première des choses déjà que je dis, c'est nous n'en voulons pas. Nous nous battrons jusqu'au bout pour ne pas qu'elle soit, pour qu'elle ne soit pas effective. Et je crois que nous sommes en train de remporter le combat. Parce qu'en ce moment, Nanga ne dit plus absolument il faut la machine. Et même dans la communauté internationale, parlons comme ça, on parle maintenant de que pensez-vous si la machine reste dans les grandes villes et on enlève des milieux ruraux. Donc, ça évolue. Ça veut dire que cette machine n'est déjà plus dans les milieux ruraux. Donc, on va continuer à la combattre en ville. Et je me pose aussi la question de savoir, parce qu'ils ont besoin de 115 000 pièces. Et à ce stade, je crois qu'ils n'ont que 2000 pièces. Le temps de fabriquer toutes ces machines, de les apporter à Kinshasa et de les dispatcher dans toute la République, est-ce que tout cela se fera avant le 23 décembre? Je ne crois pas. C'est pour ça que je pense que la machine était plus un prétexte qu'un moyen de tricher. En fait, Kabila et son camp ont plusieurs stratégies. Ils multiplient comme ça les stratégies et ça nous disperse évidemment. Parce que quand ils font ça, vous voyez, maintenant on parle de la Cour constitutionnelle, du dépôt de sa candidature, on va tous se braquer par là, mais plus tard ils vont parler de la machine à tricher. Et puis, voilà, ils nous dispersent, ils essaient de nous distraire, de nous trimballer. Maintenant, ce qu'il faut vraiment réussir à savoir, c'est quelle est leur vraie intention. C'est ça que nous voulons savoir. Donc il ne faut pas exclure non plus qu'il y ait des élections sans la machine à voter. C'est pour ça que nous nous préparons. Parce que nous pensons d'ailleurs que ces élections auront lieu sans la machine à voter. Seulement, ils veulent nous balader. En attendant, et pour nous prendre par surprise, aller aux élections, dire qu'il a gagné, il n'y avait pas d'adversaire en face. Voilà. À la fin de cette année. Et certaines études démontrent que la machine à voter n'a été qu'une stratégie mise en place par Nanga pour deux solutions.
sachant que l'opposition allait décrier la machine à voter, alors Nanga dira, on va retourner sur l'ancienne formule. Ce qui fera que nous n'aurons plus suffisamment de temps pour aller aux élections cette année. D'où glissement, encore une année de plus à M. Kabila. Comme il en est ainsi, je m'en vais vous poser une question. Est-ce que seriez-vous prêt au jour d'aujourd'hui, si on vous proposait le poste de Premier ministre, de l'accepter? Je dis bien cette proposition tenant compte de l'accord ou des accords de Saint-Sylvestre. Que ces accords soient respectés dans dans leur intégralité ou dans leur globalité. Seriez-vous prêt à accepter cela? Je vous remercie. Je me demandais quand est-ce que cette question allait arriver. Merci, Capen. Merci de me délivrer. D'abord, dans ce que tu dis sur la stratégie, je trouve que tu as raison. Il y avait de cela. Il y avait de cette... Parce que d'ailleurs, à un moment, Nanga a dit, si la machine à voter n'est pas acceptée, eh bien, il n'y aura pas élection cette année. C'est vrai. Mais ce qu'il oublie de dire, et qui est totalement faux, c'est que l'impression des bulletins et de bien d'autres choses ne commencera qu'après le dépôt des candidatures. Donc, que la machine à voter soit là aujourd'hui ou pas, il faut attendre le dépôt des candidatures pour qu'on sache que X est candidat, Y est candidat. On va maintenant imprimer des bulletins à leur effigie. Et ça, dans le calendrier, si vous regardez le calendrier, c'est prévu. Et ça ne prend que 3 mois. Donc, il n'y a pas de raison de dire que si la machine à voter n'est pas là, il n'y aura pas élection cette année. C'est pour ça qu'il s'est tué, d'ailleurs, il n'en parle plus parce qu'il sait que c'est stupide ce qu'il disait. Alors, pour la deuxième question, je crois que je vais vous répondre comme j'ai répondu aux combattants du parti à la place Sainte-Thérèse, Angile. Vous avez voulu, à travers vos délégués au Congrès, que je sois le candidat de l'UDPS au présidentiel. Pourquoi vous voulez me ramener à la primature? Donc ça veut dire que j'ai dépassé le stade de la primature, puisque je vise la magistrature suprême. Pourquoi vous voulez me rétrograder au niveau de la primature? Moi, je ne crois pas. Ce qui est certain, c'est que s'il y a, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'élection et donc il y a prolongation, peut-être sûrement d'ailleurs conformément à l'accord global, à l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qui est vrai, c'est que si nous devons y aller, nous allons exiger que ça se fasse sans Kabila. Parce que vous ne pourrez pas, personne ne pourra venir nous convaincre que le même qui n'a pas organisé les élections en 2016, le même qui les aura sabordées en 2017, le même qui va encore les saborder en 2018, pourra cette fois-là respecter son engagement en 2019. Personne au monde ne nous convaincra là-dessus. Donc oui, si ce genre de choses doit se faire, si ce fauteuil de Premier ministre revient à l'UDPS, ce qui est tout à fait normal, en tant que président de l'UDPS, je désignerai la personne de confiance qui irait là-bas. Mais alors, nous allons en même temps exiger que ça se fasse sans Kabila. Voilà, c'est tout simple.
Quelqu'un disait question polémique. C'est vraiment polémique. Bon, merci Raoul, merci. D'abord, moi je ne pense pas que le rassemblement est divisé. Je m'explique. Le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Or, en ce moment, nous sommes en train de préparer les élections. Donc forcément, le rassemblement va un peu en souffrir. Parce que chacun retourne dans sa famille naturelle, habituelle, pour préparer ces élections. Les amis de Moïse Katumbi ont créé l'ensemble. Ensemble, c'est une plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, dans le but, évidemment, de le faire gagner. L'UDPS, idem, s'est retrouvé en son sein, a tenu son congrès, a élu son président, l'a désigné comme candidat au présidentiel, dans le but, évidemment, de le voir gagner. La dynamique va en faire de même avec Fayoulou en tête. Dans quelques semaines, je crois, ils vont avoir leur convention. Mais tout ça, ce sont les amis du rassemblement. Donc, je ne néglige pas les autres. Je pense à toutes les autres forces, la MPP de Diomi, le parti de Laurent Batoumona, le G14 avec le docteur Boissa, docteur Kabamba, enfin, eux, ils sont plutôt avec nous, ils se sont rangés autour de l'UDPS. Et donc, ça, c'est pour préparer les élections qu'on a fait ça. Ça n'avait rien à voir avec une division quelconque. Il fallait, pour préparer les élections, que chacun se retrouve. Mais quand nous nous rencontrons, nous parlons rassemblement. Ça, il n'y a pas de problème, nous sommes ensemble. Et je peux même vous dire que c'est plus large aujourd'hui que le rassemblement. Nous discutons même avec l'UNC de Vital Kamere, même avec le MLC de Jean-Pierre Bemba, représenté par maman Eve Bazaïba. Nous discutons régulièrement. Nous avons nos experts à la CENI, enfin ceux qui doivent contrôler, auditer ensemble avec les experts internationaux, OIF et autres, qui ont formé une même équipe. Quand ils viennent nous faire rapport, ils viennent ensemble, nous leur donnons des indications. Et je peux même vous dire que nous avons déjà planté le décor pour une discussion sur une candidature unique de l'opposition. Et ça va au-delà même de ce que j'ai dit, parce que même les amis de Congo Nabiso, du prof Matungulu, nous travaillons ensemble avec eux. Bientôt, j'espère que l'ancien Premier ministre Mouzito va nous rejoindre aussi, mais bon, ça on attend qu'ils terminent leur cuisine interne au Palou là-bas. Ils sont manifestement tiraillés entre rester avec le camp Kabila ou quitter et venir vers l'opposition, donc on attendra. Mais aujourd'hui, l'opposition tend à s'unir, à parler le même langage. Et j'ai entendu une fois une interview du professeur Matungulu qui n'était pas du tout contre cette idée d'une candidature commune et qui a pris même l'exemple du débat contradictoire qu'il y a eu à l'UDPS pour dire passons peut-être par là pour le désigner, ce candidat commun à l'opposition. Donc ça, ce sont pour moi des signaux positifs qui ne peuvent que nous encourager à aller de l'avant. Mais comme je vous l'ai dit, la situation est tellement compliquée que nous ne savons pas que faire. Si nous commençons ce débat maintenant, connaissant les Congolais et notre nature, nous allons nous diviser. Ça ne sert à rien. Maintenant, ça ne sert à rien que chacun vaque d'abord à ses occupations, qu'il raffermisse la position de son parti ou de sa plateforme pour le moment. Parce que plus il sera fort, mieux ça vaudra pour nous quand nous serons ensemble. Ça fera fort, plus fort, plus fort, plus fort, et on verra bien à la fin. Vous voyez? Donc pour le moment, pour moi, le débat maintenant, à ce stade, ça ne sert à rien. Attendons, voyons voir ce qui va se passer. Le moment venu, nous allons toujours pouvoir nous ranger. Même si on dépose des candidatures en juillet, après juillet,
on peut toujours se dire, oui, maintenant c'est convenu, moi j'ai déposé ma candidature, mais j'arrête, tel arrête, on a choisi un seul candidat contre le candidat du kabylisme. C'est possible, mais raffermissons d'abord nos positions, et je crois que chacun a raison de le faire. Tant que nous pouvons le faire dans la fraternité, dans l'amitié, comme nous le faisons maintenant, tant mieux, c'est bien. La seule chose, je reviens encore là-dessus, que je déplore, mais ce sont ces divisions. Pourquoi on se tape dessus entre nous? Pourquoi? Moi, je souffre quand j'entends que mes partisans, par exemple, ont attaqué X ou Y, alors on est du même côté. Donc il faut d'abord taire ça. On verra après. Et je souffre aussi quand j'entends que les partisans de X ou Y m'ont attaqué. Je ne suis pas au pouvoir aujourd'hui. On m'en veut pourquoi? Voilà. Qu'on attende que j'arrive aux affaires pour critiquer mes actions. Mais vous allez en vouloir et vous pensez faire du bien alors que vous êtes en train de vous affaiblir vous-même parce que vous affaiblissez la position de votre camp. Alors pour le reste, pour ceux que vous dites, vous savez, moi je ne fais pas attention aux jaloux, aux ceci. Bon, ça fait partie de la vie, ça. L'ascension de quelqu'un pose toujours des problèmes, mais je ne dirai jamais tel est jaloux de moi, tel autre non, parce que je n'ai pas de preuves. Moi, je n'ai pas de preuves de tout ça, et je trouve que c'est pas le moment ni le lieu de parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis protégé par mon Dieu, et je sais que c'est lui qui... Monsieur le Président, voici ma proposition de question. Nous ne vous demandons pas d'être là pour répondre à toutes ces personnes, parce que ce n'est pas votre travail. Nous sommes dans l'accompagnement. Nous voulons que une équipe, un bureau d'études puisse être créé parmi, quand bien même il y a les nominations qui ont été faites dans le parti, parmi ces nominations, qu'il y ait au moins un bureau d'études qui leur travaille matin, midi et soir puisse être de scruter l'actualité, c'est que le journaux écrivent, c'est que le pouvoir de Kabila met en place comme stratégie pour nous distraire. Cette équipe-là, son travail sera juste de tirer sur tout. C'est un peu comme la défense antimissile israélienne lorsque, je cache un peu parce que ça va frustrer un peu nos amis palestiniens, mais c'est un exemple, lorsqu'ils lancent des roquettes sur le territoire israélien, leur défense antimissile détruit quasiment 70%, 80% de ces roquettes-là. Donc je veux donner un exemple. Déjà ça existe. Je ne veux pas me cacher parce que je ne suis pas un hypocrite. Nous sommes au sein de réseaux sociaux. Certains de mes amis sont également ici. Nous sommes un certain nombre de personnes qui, permettez les termes, nous tirons sur tous ceux qui bougent. Avant d'abord de nous tirer, en ce qui concerne Kabila, nous tirons sur tous ceux qui bougent. On ne dit pas par rapport à nos amis du Rassemblement, mais par rapport à Kabila. On tire sur tous ceux qui bougent. Pourquoi? Donc, ma proposition, c'était pour illustrer au moins cet exemple, pour arriver à ma proposition, président, parmi tous ceux qui ont été nominés dans le parti, quand bien même ils feront leurs tâches, essayons de créer une bulle, même pas une bulle, mais un groupe, un bureau d'études qui fera que ce travail-là, ça pourrait permettre tout le parti et les autres amis dans la diaspora comme au Congo d'apaiser leur mental quand il y a des gens pour riposter et tirer sur tous ceux qui bougent de l'autre côté. Merci. Bon, je ne pense pas que ce soit un bureau d'études. Tu veux peut-être parler d'une plateforme de communication et tu sais très bien que nous en avons déjà discuté, toi et moi. Je ne sais pas si c'est la confirmation de ça que tu voulais avoir ici. Mais tu as bien joué. Mais je te confirme que tu feras partie de cette équipe. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.